Ah! Alors, mesdames et messieurs, en direct du Studio B, le News Desk, bonjour, ou plutôt bonsoir, et bienvenue dans l'arène pour un autre épisode de Webinaire Métal avec moi-même, Mike TMG, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout ce qui est heavy metal. Le sujet de cet épisode, épisode 20, oui, 20, comme le chiffre 20, du 26 février 2021, 1991, 2021, 30 ans de gloire, partie 2. L'alternatif est le death metal. Why don't you take a seat? C'est ça. Des flashs aujourd'hui. OK, bon. Premièrement, oui, bonjour, bonsoir. Je voulais aussi ce soir dédier l'épisode à mon ami voisin Jean-Pierre, qui malheureusement a décédé samedi passé. Alors, repose en paix, cher ami. On va se voir dans une autre dimension. Yes, sir. Alors, pour faire ça, on va trinquer. Je sais qu'il y a beaucoup d'épisodes, pas d'épisodes, oui, des émissions avec de la bière ci, de la bière ça. Fait que cet webinaire, on reste avec les classiques. Hein? On a ici, oui, comme ça, vous le voyez, caméra 2, ça marche. Ouh, c'est bon. Ça, c'est une bonne Weiser 2020. Une cuvée fantastique limitée à 10 milliards d'exemplaires, faite en canette d'aluminium. On voit ici que c'est brassé à Mississauga, Ontario. Il y a un code bar et puis on voit qu'il y a un taux de 5.0 de puissance. Et on va aussi prendre un verre spécial. Alors, pour trinquer avec la liqueur divine, ça va faire un mix. Alors, j'ai sorti dans mes vieilleries. Voici. Alors, mon boc légendaire, on va le montrer comme ça. On va-tu mieux ici, comme ça? Ouh! Hein, comme ça, oui. Yeah. Donne-y à la claque, Laurentide. All right. Ça fait un mix non conventionnel. Oh, non rock and roll. Parce que des fois, quand il faut, il faut. Ooh. Feel the power. Ceux qui me connaissent savent que je bois genre 8 ou 10 bières par année. Fait que là, on est en mi-février, fin février. C'est ma première. La meilleure est sur le bouchon. Oh ouais, calice. Yeah. All right. Bon, fait qu'on mélange deux marques, une marque américaine puis une marque canadienne, québécoise plutôt. On va mettre ça ici comme ça, pas d'accident. Alors, mesdames et messieurs, Jean-Pierre, santé. Oh! OK, ça fait la job. Donc, spécial de 30 ans. Oui, ça fait plusieurs fois que je le dis, peut-être 30 fois. Alors, des gros albums qui sont sortis en 1991, une année fantastique, qui est un crossroad. Je l'ai déjà expliqué souvent, mais je vais m'assurer que tout le monde le visualise. Alors, les années 80, hard rock, heavy metal, et aussi, bien sûr, new wave et pop. Alors, en fin 90, fin 80, début 90, donc en 91, le hard rock est en dégringolade depuis déjà 1 an et demi, 2 ans. Le thrash metal se transforme tranquillement en métal quasiment des fois progressif. Et d'un autre côté, dans la région de Seattle, on a un nouveau rock plus pesant qui prend ses racines dans le punk et qui s'appelle le grunge, bien sûr, et la musique alternative qui aussi inclut certains groupes métal qui se sont transformés. On pense bien sûr à Faith No More, les leaders de cette nouvelle scène qui allaient changer la game pour plusieurs groupes qui étaient de Los Angeles, qui n'étaient pas la scène glam. Alors, 91, c'est un laboratoire fantastique et bien sûr, de la région floridienne, on a les explosifs groupes death metal et aussi de l'Europe. On va en voir plusieurs tout à l'heure. Alors, une scène qui dégringole, une scène qui se transforme, puis une autre scène qui arrive et qui reprend le flambeau parce qu'aussi, on sait que le thrash metal va se transformer et va devenir plus léger. On l'a vu la semaine passée avec l'album Noir.
Donc, le heavy metal continue à prendre sa place et va aussi, surtout continuer à garder sa place et va prendre sa place sur le spotlight général qui était avant dominé par justement le hard rock plus glamorous. Alors voilà, on va commencer par la vraie alternative. Alors, je me suis habillé aujourd'hui en Compton. Alors, le hip-hop. Le hip-hop est bien important. Non, ce n'est pas du métal, ce n'est pas du rock, mais ça fait partie de la grande famille du rock and roll parce que c'est la musique, c'est la musique de rebelle. Et puis le hip-hop a beaucoup de liens avec le metal underground. On pourrait en parler longtemps. Éventuellement, je ferai un épisode là-dessus. Mais bon, on est de la même famille. Tout vient du rhythm and blues et tout vient, bien sûr, des instruments tribal, qui sont, oui, justement, le rhythm and blues. Alors, en 91, il y a 2 albums que je voulais souligner qui ont fêté 30 ans. Le premier, la légende Ice-T, son 3e album OG, The Original Gangsta. Alors ça, Ice-T, mais aujourd'hui, vous le connaissez, on va enlever ça ici, on va le mettre comme ça. Non, ça va ici, comme ça. Ice-T, The Original Gangsta. Alors, il sort son album qui est légèrement plus commercial. C'est un peu comme l'album noir du hip-hop. Dans ce côté-là, je me vois à l'envers. Oui, c'est ça. Non, parce qu'en bas, dans le War Room, c'est inversé. Bref. Alors, Ice-T, The Original Gangster, album numéro 3 avec plusieurs hits. Et aussi, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il nous laisse entrevoir ce qui s'en vient l'an prochain. Donc, son groupe Metal Body Count, qui est un groupe hardcore street metal, du ghetto metal. Mais pour ce qui est du hip-hop, il y a beaucoup d'influences qui viennent de cet album-là, non seulement à cause de la vente de disques, mais aussi avec la sonorité et les participations de plusieurs guests, surtout sur la pièce légendaire Fly By. On a aussi des hits plus quasiment hard rock comme Midnight et bien sûr The Lifestyles of the Rich and Infamous. Alors, The Original Gangster, c'est Ice-T parce que c'est lui qui a commencé cette game-là jadis. Alors, un bon 30e anniversaire pour The Original Gangster. OG! Et un deuxième album rap, hip-hop que je voulais mentionner, après l'implosion du super groupe NWA, The Niggas with Attitude, Ice Cube. Fait que après les cubes de glace, on met ça dans du thé glacé. Non, l'inverse. Après dans le thé glacé, on met des cubes de glace. Ouf! Ice Cube, avec son deuxième album, Death Certificate, qui reprend, qui remet le hardcore dans le gangster rap. Cube a créé et a écrit 80% des paroles sur le premier album, ou les premiers albums de NWA. Il a sacré son camp, il n'était pas assez bien payé, bref, ainsi va la vie. Et puis, il a fait son groupe, c'était lui le leader, lui et The Lynch Mob. Ça, c'est son crew. Alors, un deuxième album ici qui s'appelle Death Certificate, avec la tune ultime, le diss tune, donc la chanson qui envoie chier ses ex-compatriotes, No Vaseline, qui est devenue légendaire et qui est une des plus grandes diss track DIS pour to diss someone, DISS, to diss someone, comme ramasser quelqu'un en mot québécois. Alors, c'est sur cet album-là. Et puis, c'est très hardcore, c'est très street, et puis c'est très hardcore street, et puis il y a bien des guns, puis du rave from the hood. Alors, bon 30e anniversaire sur Death Certificate, un album fantastique. Moi, j'aime les 2 premiers. Après, ça a légèrement changé. Aujourd'hui, Ice Cube est star de cinéma, c'est correct. Et puis, tout comme Ice-T aussi. Et puis, c'est ça, ils se sont replacés. Et puis, ils viennent quand même de la rue. Et c'est eux qui ont créé le mouvement jadis en 86 approximativement. Alors voilà, 30e anniversaire pour 2 albums de la rue, 2 albums très importants dans la scène hip-hop. On va mettre ça ici comme ça. Là, je commence à avoir chaud. On fait attention au micro. Clic. Un clic. Oh yeah. Et là, on va aller vers l'autre scène. Oh, mon bras. Comme ça ici. Alors, là, on va aller vers l'autre scène que j'ai mentionné tout à l'heure, la scène de Seattle qui a pris d'assaut le hard rock américain en 89 et 90, mais surtout de 90 à 91. Bref, l'été 91 est un des étés les plus chauds de tous les temps dans la musique et la musique alternative a fait la pluie et le beau temps. On va le voir ici avec certains de ces albums-là. Avant, on va prendre une petite gorgée. La meilleure est sur le bouchon.
Alors, 1991, scène alternative, les explosifs Soundgarden avec leur, leur troisième album, Bad Motorfinger, avec les hits Rusty Cage, Jesus Christ Pose, et bien sûr, Outshine, un des riffs les plus pesants qui aurait quasiment pu être sur l'album Volume 4 de Black Sabbath. Bref, c'est le deuxième groupe le plus métal de la scène alternative après Alice in Chains. Moi, Soundgarden, c'est pas mal mon groupe préféré. Ils sont tellement différents musicalement. C'est pas un rock standard, ils sont accordés tellement bizarre que quand tu essaies de jouer ça, d'ailleurs, j'ai lu de tablature ici, c'est incompréhensible. Bref, c'est des sonorités extrêmement heavy, extrêmement mid-pace et extrêmement heavy. Donc, s'il y a un album metal à choisir ou un band metal à choisir, Soundgarden, leur début, le deuxième album. Avec Superunknown, ça va changer un petit peu, mais celui-là, c'est lui ce qui est le plus pesant. Et qui, c'est ça, qui célèbre son 30e anniversaire et qui a confirmé que Chris Cornell, Rest in Peace, est un des meilleurs chanteurs de cette scène-là, bien sûr. Leur chum de Seattle aussi, bien sûr, tout le monde connaît le groupe Pearl Jam. Alors, leur premier album sur Epic Records, l'album 10. Je sais pas pourquoi ils appelaient ça, c'était parce qu'ils ont tous 10 doigts. Alors, moi, je suis pas un grand fan, mais quand même, il faut le mentionner. Il faut le mentionner à cause du nombre de hits qu'il y a sur cet album-là et aussi de la tenue vestimentaire des boys, parce que le grunge, l'alternatif, ce n'est pas seulement un son, ce n'est pas seulement un vibe, c'est aussi un statement au niveau de l'accoutrement vestimentaire, tout comme le hard rock, elle l'était, et le heavy metal fin 70, début 80 aussi. Bref, chaque son a un look, où chaque look a un son. Alors, Pearl Jam 10 avec des hits comme Jeremy, puis Alive, et puis l'autre, c'est quoi l'autre? Even Flow. En tout cas, c'est ça. Ça jouait beaucoup à polyvalente, et puis moi, j'étais plus un Soundgarden, Alice in Chains, puis Nirvana. Mais Pearl Jam, il était tellement populaire que tu pouvais juste pas le savoir. Alors, voilà, bon 30e anniversaire pour les 10 millions d'albums vendus ou peu importe. Bref, Pearl Jam sont encore là, je crois. Et tout a commencé avec c'est ça, en été 90. Ce qui nous amène au plus grand album en termes de vente, bien sûr. Je l'ai mentionné très rapidement. Alors, le trio ultime de Seattle, Nirvana, avec leur deuxième album, Nevermind. Le premier était plus très underground, signé sur un petit label, Sub Pop Records. En fait, ils ont eu le contrat avec Geffen. Geffen, c'est le label qui a sorti Guns N' Roses, qui ont mis Whitesnake sur la map en Amérique, Aerosmith et plein d'autres groupes hard rock. Puis en 91, là, il signe ça, puis il dit, on va peut-être en vendre un demi-million, c'est 500 000, 800 000. Il en a vendu genre 12 millions. Et puis c'est ça. Fait que c'est un hit inattendu. Vous savez déjà, Nirvana, c'est le plus gros en termes de vendeurs, puis c'est le plus influent. Donc, c'est le groupe fort de la scène alternative. Et ensuite, on mentionne ces deux-là, et puis Alice in Chains, qui n'ont rien sorti en 91 parce que Dirt est sorti en 92. Et puis Facelift en 90. Bref, ils sont en sandwich. Alors, Nirvana, c'est ça. Fait qu'ils ont commencé un riff, Smell That Teen Spirit, bien sûr qu'on connaît tous. A fait changer la scène. La scène, parce que la scène était sursaturée et était malheureusement un peu moribonde dans le hard rock. En 90 et début 91, les groupes glam, c'était du déjà vu, déjà rendu à ce point-là. Fait qu'il fallait que quelque chose arrive. Il fallait qu'il y ait un changement. Donc, le timing est tout. Le timing is everything. Et puis, ça a juste à donner comme ça. Ça aurait pu être une autre scène, ça aurait pu être le death metal, on va le voir tout à l'heure. Mais ça a été l'alternatif parce que, bien sûr, c'est beaucoup plus facile de vendre de l'alternatif ou du heavy rock que vendre du death metal de tempo. En tout cas. Fait que Nirvana, il y a 4 hits là-dessus. Donc, on parle de Teen Spirit, on parle de In Bloom, on parle de Come As You Are et de Lithium. On rajoute avec ça Territory Pissing, Drain You, Breed. Bref, il y a des tunes qui sont quasi trash là-dessus. Puis il y a des tunes qui sont plus cute. Puis il y a des tunes extrêmement aussi doom, quasiment dépressive, comme Polly, puis Something in the Way. Alors, c'est un album qui a changé la game à cause, comme j'ai mentionné, du nombre d'unités vendues et le fait que c'était les poster boards du hard rock.
Oui, du hard rock, du grunge, de l'alternative, puis il avait pris la place du hard rock. On se rappelle que dans ce temps-là, Guns N' Roses, Ozzy Osbourne, Alice Cooper avaient sorti des albums, des gros albums, mais c'était rien à côté de cette nouvelle école-là qui les a torchés finalement. Mais c'est des choses qui arrivent. Les groupes hard rock sont encore là aujourd'hui en tant que revival, puis les groupes grunge, malheureusement, la plupart d'entre eux sont décédés. Et c'est ça qui arrive. Mais bref, moi j'ai des excellents souvenirs. Moi, je peux faire le troisième In Utero, qui est beaucoup plus underground, parce que lui est très clean et lui est produit par Andy Wallace. Andy Wallace qui a travaillé avec Sepultura et White Zombie. Donc, il y avait un pied dans le métal puis un pied dans l'alternatif. Donc, ça, c'est ultra propre. Un peu trop propre, mais l'autre d'après, moi, je préfère lui. Mais c'est celui-là qui les a mis à la map et qui a vendu 52 trilliards d'exemplaires. Alors, la scène grunge ici, comme ça, c'est 3 albums incontournables et que tout le monde possède au moins une copie dans leur discothèque. D'autres petits morceaux à mentionner. Leur deuxième ou troisième, j'aurais dû checker, je ne me rappelle plus. Bref, un groupe un peu trop funky pour être alternatif, un peu trop funky pour être hard rock, un peu trop funky pour être glam, c'est sûr, et puis pas assez élevé pour être du metal. Primus. Alors, Primus sort leur album Sailing the Seas of Cheese, avec bien sûr les 2 vidéos hit singles, Jerry was a race car driver. Et puis Tommy the Cat. Ça, c'est moi qui dis la baisse, même. Alors, Les Claypool, bien sûr, génie au niveau de la baisse, 4 cordes, 5 cordes, 6 cordes, 8 cordes, 12 cordes, peu importe. Et puis, le drummer, je ne me rappelle pas de son nom, mais c'est pas Brain encore, c'est l'autre d'avant. Et le guitariste Larry Lalonde, qui était dans The Possessed, groupe speed metal de San Francisco en 85, 6-7. Alors, Primus sort ça, qui est ultra funk, qui a bien sûr un humour noir. Pendant toute leur carrière, ils ont eu ça. Et ils ont encore ça aujourd'hui. Puis celui-là, c'est le début. Il allait prendre un autre step-up avec l'autre album, on appelle Pork Soda. Mais bref, le tout a pas mal commencé. Ils ont sorti de l'underground, puis ils étaient signés sur Interscope, qui était un quasi-major à ce point-là. Puis là, ça les a steppé up. Et puis ils sont rentrés dans la game avec tous les groupes qu'on va voir aujourd'hui, alternatifs et autres. Bon 30e, Sailing the Seas of Cheese. Je me suis toujours demandé, c'est quoi Sailing the Seas of Cheese? C'est-tu genre un grand bol de Cheese Whiz, la grandeur du Titanic, puis tu te promènes là-dedans? On va boire. La bass. Les Claypool. Les Claypool a produit l'album de Suicidal Tendencies, Join the Army en passant. Hein? Et un autre album alternatif, un dernier que je voulais mentionner parce que je les aime bien, puis il y a des milliards de personnes qui les aiment parce qu'il y en a des millions qui ont acheté leur album. Ça, c'est leur troisième. En tout cas, je sais que l'autre d'avant, c'est Mother's Milk, mon préféré, en 89. Puis là, en 91, Sugar Blood Sex Magic de Red Hot Chili Peppers. Alors là, de Red Hot, on va les dire comme ça va aller plus vite, deviennent mainstream. Ils font partie du mouvement 91, 92, 93, avec tous les groupes qu'on a vus. Et puis, bref, c'est pas du grunge, c'est l'alternatif. Donc, c'est métallique, hard rock, puis c'est funky, bien sûr. C'est aussi beaucoup boogie, à cause de la bass de Flea. Un autre bassiste qui fait compétition, mais pas compétition, mais qui vient remonter la game des bassmen avec Les, bien sûr. Alors, c'est ça. Alors, on a des hits comme, bien sûr, Give It Away, et puis Suck My Kiss. Et puis aussi l'autre Power Ballad, Under the Bridge, que moi, je trouve bizarre, parce que, vous voyez, une tune comme Under the Bridge est très hard rock, Bon Jovi Nelson. Fait que ça ne fait pas là-dessus, mais il est là-dessus. Mais ça ne fait pas là-dessus, mais est dessus. Donc, est-ce qu'ils ont essayé de dire, OK, le hard rock 80, c'était bon. Fait que là, on fait un album funk, mais mettez une power ballad, tu sais. Là, j'ai pas mon lighter, il est dans l'autre studio, mais bon. Fait que, ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre. En tout cas, la tune n'est pas pire, là. Moi, je suis pas un gros fan de Red Hot. Mother's Milk, oui, mais moins... Blood Sugar Sex Magic. Et puis, c'est ça. Alors, ça sonne super bien, le côté production. Produit par c'est Michael Beinhorn, Brendan O'Brien et bien sûr Rick Rubin, le gars qui a mis Slayer sur la map aussi. Bref, vendu à 12 trilliards d'exemplaires.
Red Hot Chili Pepper on fait ça. Et puis, ben, c'est ça. Fait qu'ils vont continuer, puis vendre bien d'autres disques, puis qu'on va faire plus de groove. Le groove, c'est bon. Alors, on a ici comme ça l'alternative, on a fait le hip-hop. Et là, on va rentrer, on va pénétrer dans la zone du death metal. Mais là, il y en a deux. Il y a deux zones dans le death metal. On a la zone 1 et la zone 2. Pas pire, hein? Alors, on va commencer plus proche, la zone Québec. Alors, au Québec, on a un groupe en 91 qui a finalement sorti, attention, son premier album complet. Son premier album complet, signé sur un gros label, mais le gros label dans le temps, qui est maintenant un énorme gros label. Bien sûr, on parle de Sherbrooke, le groupe Gorguts. Gorguts, ben, que voici, Gorguts, avec l'album Considered Dead, considéré ben, crevé. Et puis, cet album-là a été enregistré au Morrisound Studio, là, parce que 80% des albums de death metal ont été enregistrés. Produit par Scott Byrne, lui qui a produit 80% des albums de death metal. Et puis, avec un solo sur une pièce, la dernière pièce, Inoculated Life, fait par le guitariste James Murphy, qui a participé dans 80% des bandes de death metal jadis. Bref, honnêtement, c'est brutal, ça délivre, mais ça change, ça réinvente pas la roue. C'est assez play it safe. Gorguts vont se développer, bien sûr, avec Erosion Sanity. Oui, c'est The Erosion of Sanity ensuite, et puis Obscura, l'album Migraine. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Bref, ça a commencé avec Consider Dead, puis avec le premier démo. Et puis, ben, c'est ça. Fait que c'était le fun d'avoir un groupe québécois signé sur les major labels, death metal dans ce temps-là. Et ils ont pu suivre le mouvement ou embarquer dans le mouvement qui était vraiment dans son entrain, son élan majeur. Et moi, ici, j'ai quelques petits documents, le fun, parce que dans le temps, jadis, avant Internet, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on écrivait des lettres. Fait que ça, c'est des lettres de moi, OK, qui est écrit à Steve, à Stéphane Provencher, drummer de Gorguts. Fait que j'ai acheté le démo par la malle. Là, j'ai écrit salut les gars, j'ai dit que votre démo est géniale. Là, il me réécrit ici, c'est là que je vais vous montrer. Plus, ça va là, comme ça, oui. Et où la lettre? Non, c'est pas celle-là. Attendez une minute. C'est l'autre. Je veux la lire comme du monde. Comme ça, on va être sûr de ne pas se tromper. Gorguts, à Rock Forest, sur la rue Flamand. Voyons. On va l'avoir, excusez, je n'étais pas prêt, j'aurais dû sortir la lettre avant. Là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est où cette affaire? OK, là, il m'écrit plein d'affaires. OK, la scène la scène là-bas. Bougez pas, mesdames et messieurs, on va l'avoir. On va l'avoir. J'aurais dû la sortir avant. C'est celle-là, ça devrait, parce qu'il est marqué 91 dessus. J'espère que c'est bon. Oui. Alors, salut Michel. Ça va comme suit? Ça va? Nous, ça va très bien. On compose une nouvelle tune pour l'album. Malheureusement, James Murphy ne joue plus l'Obituary. Moi et Tex, le chum, on fait la malle. Écrit, j'ai pas la poste. J'ai pris une crise de brossière. J'ai le cerveau en compote. Salut. Et puis, l'autre d'après, donc ça veut dire que je suis sur la bonne direction. L'autre lettre d'après, sacré bleu, où es-tu? C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Donc, finalement, c'est celle-là. Il en reste juste une. C'est incroyable que j'ai gardé tout ça. Hein. Ça sert absolument à rien. Ben, je me suis dit peut-être qu'un jour, j'allais faire un webinaire, je n'allais pas vous le montrer. Là-dedans? Et où? Oh, ça doit être la dernière d'abord. Hein? C'est celle-là? Oui. Ah oui, c'est celle-là. Je m'en rappelle. OK. On est prêts, mesdames et messieurs. Salut Michel, c'est Steph de Gorguts. Excuse-moi pour le retard, mais on a été en Floride 5 ou 6 semaines, puis on a une tonne de courrier en retard. L'album s'appelle Consider Dead et va sortir le 22 octobre avec 8 nouvelles tunes. Salut, Stéphane. C'est ça. Alors, octobre 91, Gorguts, bienvenue dans l'arène, et puis, du death metal violent, brutal et sanglant.
Et puis moi, ben, c'est des lettres qui me rappellent dans le temps que jadis, il fallait écrire quand on voulait de l'information. Alors, Consider Dead de Gorguts, bon 30e anniversaire. Hein? Ce qui nous amène à une autre affaire plus underground. Alors, en 91, j'ai eu mon premier groupe. Mon premier groupe de musique, ouais. C'est quand même pas pire, hein? Et puis, c'était du grindcore. Non, je ne vais pas vous en faire jouer. Non, je ne mettais pas d'extrait. J'ai pas de photo, mais j'ai le démo ici. Alors, le groupe s'appelle Malicious Exhumation. OK, comme ça. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans le journal, puis j'ai écrit dessus. Alors, c'est Malicious Exhumation. OK, oups, comme ça. Trapped Nowhere. OK? Et puis, c'est 10-12 tunes. C'est du grind. Et puis, moi, je joue de la bass avec ma pédale DS1. Donc, tout est dans le tapis. Et puis, ça sonne horrible, mais c'est mon premier démo officiel, officiel, pas pro press, mais officiel quand même. En juillet 91, et puis, ben, c'est ça, ça crie, puis ça fait du bruit, puis ça aussi, ça donne des grosses migraines. Alors voilà, c'est dans les archives, puis ça reste ça. Puis that's it. Alors, le death metal, quel son fantastique, fantastique. Ce qui nous amène à, ben, on avait le Stock Québec. Là, on s'en va aux States. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, ah oui, avant, bien sûr, j'avais oublié, mon album préféré alternatif, le voici, le voilà. C'est comme, ah! Van Butterfinger de Soundgarden. C'est mon préféré de 91 dans l'alternatif. Si j'en ai un à choisir, c'est lui. Et j'ai très hâte cet été de faire une super spéciale avec toutes mes copies, puis prendre une grosse photo, puis écrire un texte de 22 pages sur Bad Motorfinger. La voilà. J'avais oublié de le dire tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Bon. Alors, ceci dit, je vous disais, death metal américain. On va prendre une gorgée. Ah, quel sentiment de liberté. Ah, on va tasser ça comme ça. Mon moniteur. OK. All right. Death metal américain. OK. On commence avec la côte ouest. La Floride. Pas la Floride. La Californie. Alors, jadis, dans Death, il y avait un drummer qui s'appelle Chris Rifer. Il a fait un album, un groupe qui s'appelle Autopsy. Ils ont sorti Severed Survival, le premier album en 89, puis en 91, le deuxième, Mental Funeral. Alors, c'est du Death un peu plus slow, mid-pace, down-tune, extrêmement heavy. Ça rentre pas, mais en tout cas, vous savez c'est quoi, là? C'est ça. Attendez une minute, un instant là-haut, un instant. Ici, là, excusez. Ici, là, j'ai un webinaire métal, j'ai un webinaire. Comme ça, c'est bien comme ça, oui, ça se dit. En tout cas, c'est mieux que rien. Alors, Mental Funeral d'Autopsy, le deuxième album complet qui a la bass, Steve DiGiorgio, un nom qu'on va entendre souvent dans les prochaines minutes. Alors, ben, c'est ça, c'est le deuxième. Moi, je préfère le premier, lui, c'est le deuxième. Il y en a qui aiment le premier. Moi, j'aime le premier. Il y en a qui aiment mieux le deuxième. Il y en a qui préfèrent le deuxième. Moi, j'aime plus le premier. Mental Funeral, je suis quand même dans la ligne. Et puis, ben, c'est du death heavy, down-tune et evil. Hell, Chris Rifer. Là, on s'en va à Buffalo. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du death metal. Après le premier album, Eaten Back to Life, la suite, numéro 2, produit au Morris Sound, encore, avec Scott Burns, encore, Cannibal Corpse. Le deuxième avec Butchered at Birth, bouché à la naissance. Mon préféré des cannibales avec Chris et mon préféré de tous les cannibales, finalement, à cause que ben, c'est lui que j'ai connu, j'ai vu ce spectacle-là, puis ben, c'était fantastique. Et en première partie de ce spectacle-là, ben, on avait... c'est ça.
Alors, ben c'est ça, j'étais là, j'étais dans le mosh pit, puis c'était super le fun. Alors, il y a des hits comme Covered with Swords, bien sûr, Gutted, Living Dissection, et la pièce d'ouverture Meat Hook Sodomy. Et puis, ben, moi, je trouve que c'est le meilleur au niveau de la production, au niveau de la musique, et aussi le head dans les guitares. L'autre d'après, j'ai un blanc de mémoire, là, mais il s'appelle comment, là? Ça, c'est un peu gênant. En tout cas, l'autre d'après, là, avec Addicted to Vaginal Skin, c'est le dernier avec Bob Brucey, puis il y a un petit changement de line-up. Bref, les trois premiers sont les trois classiques, hein, cannibales. Et puis, mon préféré, c'est le deuxième, Boucher d'Albert, oui, celui-là. Boucher à la naissance. Ouais, ouais. C'est une production fantastique. Et là, on va aller à New York, hein, puis à New York, qu'est-ce qui se passe? C'est le début. C'est le début de la scène death metal NYDM, New York Death Metal. Let's drink to that. Ah, quand même, tu sais. Et à New York, qu'est-ce qui se passe? Il y a une scène qui est leadée par Suffocation. Avec le premier album, mini-album Human Waste. Et puis, ben, c'est un album fantastique. Ensuite, ils vont continuer, comme ça, milieu, ouais. Ils vont continuer avec, bien sûr, un autre 30e anniversaire qui est sorti, ben, finalement, en 91, Suffocation. Ils sortent Human Waste, puis ils sortent Effigy of the Forgotten. Ouf! Alors, 91, je suis très chaud pour Suffocation. Moi, j'ai vu la tournée Effigy, puis ça brassait beaucoup au bord terminal, sur la rue Sainte-Catherine. Et puis, ben ouais, c'était assez violent. C'était assez violent. Un gros mosh pit, tout comme le trois quarts des shows que j'ai vus. Et puis, ben, Suffocation, c'était la nouvelle école, parce que ce n'est pas comme les bandes de Tempa. Et ça sonnait un peu comme Cannibal. Donc, on voit que le East Coast ou le Northern East Coast, le Tri-State Area, sonne légèrement similaire, tu sais, versus la Floride qui est plus technique, et avec Death, puis Nocturnus, puis ATS qui est beaucoup plus technique. Alors voilà, bref, Suffocation, c'est une autre tuerie. Le vocal de Frank Mullen est à son meilleur, et le début est ici avec Human Waste. Incontournable. Et puis, ben, ça va continuer, comme j'ai dit, avec Effigy, avec un meilleur son, toujours produit par Scott, enregistré au Morris Sound. Ça marche. Et là, on va descendre en Floride. From Tampa, Florida. Là où toute la scène, la merveilleuse scène death metal que je vais vous exposer ici, en tout cas quelques-uns. Mon band préféré qui a commencé la game en 1986, ancien death, Monsieur le chanteur Cam Lee Barney Lee, son vrai nom. Cam Lee, le gars qui a inventé le death metal avec Chuck ensuite qui a suivi puis qui a fait death. Et au guitare, Rick Ross, mon héros du death metal avec je avec Mr. Rhythm, Mr. Whammy Bar. Et l'album, le groupe s'est dissous. Et ensuite, les gars ont rejoint Chuck pour faire l'album Leprosy. Ensuite, ils sont fait sacrer dehors après l'album Spiritual Healing. Et puis là, ben, on va faire Massacre. Puis on fait ça, ils ont fait Massacre. L'album incroyable et incontournable From Beyond. Et From Beyond, c'est un peu comme une compilation des vieux démos, donc toutes les tunes réenregistrées à l'endroit, à tempo, avec Tom Morris cette fois-ci. Tom ou Jim, il est marqué en arrière. Colin Richardson, engineer by Scott Burns. Il y a un mix incroyable. Morrison Studio, 91. Pochette par Ed Rebka, qui a fait Peace Cells. Et bien sûr, Massacre from Beyond. Mon band death metal préféré, mon album death metal préféré, mon son de ton de git préféré. Et Cam Lee, mon chanteur frontman, le death metal préféré. Bref, ça sonne, et puis ça sonne. Alors, c'est ça, malheureusement, c'est leur seul album, parce que l'autre album, Promise, le second album, Promise ou Promises en anglais, était un peu plus rock, mais il y a un EP qu'ils ont fait après, Inhuman Condition, qui est aussi très, très, très similaire à ça, qui emprunte encore les riffs carrés, très simplistes, très Celtic Frost, très, 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 très Celtic Frost, tout comme Obituary d'ailleurs. Et puis, ça fait que Massacre ont fait une carrière, et puis, c'est des légendes. Puis
Quand tu es une légende, tu fais partie de ça. From Beyond, ouais. Alors, Floride, le premier album de Floride. Oh, la Floride s'en vient, contre-attaque. Alors, on passe de la pochette rose à la pochette orange. Deuxième album complet de Morbid Angel, l'album Blessed Are the Sick. Donc, Morbid Angel suit avec les lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sont là. Le premier, c'est Altars of Madness, Abomination of Desolation. Et le deuxième, c'est Blessed Are the Sick. Alors, en passant, oui, j'ai vu Massacre au Fufun. Et puis, j'ai aussi vu Morbid Angel aussi au Fufun, avec Entomb en première partie. Et Purulence en première partie, en 92. La mode 780, non, 91, en 91, ouais, bien sûr. 791, le 24. 24 791 au Fouf. Alors, Morbid Angel a tourné Blessed Are the Sick. Puis Blessed Are the Sick, c'est un album complet, bien sûr, mais il y a plusieurs tunes démos qui ont été réenregistrées, qui sont sur le flip side, le B-side. Bref, le premier côté de l'album, c'est une nouvelle tune. Le deuxième côté de l'album, c'est les tunes réenregistrées qui étaient dans les démos jadis. Bref, c'est de la brutalité, et puis c'est de la brutalité. Mais c'est clean. C'est très clean, c'est très poli, c'est très propre, mais c'est très unholy, mais c'est très propre. En tout cas, Morbid Angel sont bien sûr devenus un des plus gros groupes death metal de tous les temps, ne serait-ce que par leur attitude ou par leur vente de disques. Et on sait que, bien, après ça, la suite, ça va être sur l'album Covenant, c'était sur un major label. Et puis, c'est ça. Et parlant de major label, tout à l'heure, je parlais des majors, et puis le fait que l'alternatif était gigantesque. Et le death metal aurait pu être gigantesque, aurait pu remplacer le thrash. Columbia, via Sony Music en 90-91, sortait les albums de E-Wake, ça, puis Bolt Warren et Palm Death, etc., etc. Fait qu'ils se sont dit, on va essayer ça. Puis, ça n'a pas vraiment marché, là, parce que quand tu fais de la promotion pour Carcass, c'est pas la même affaire que faire de la promotion pour Silverchair. Hein? Mais bon, fait que les majors ont essayé justement de capitaliser sur le fait que le hard rock avait survécu les années 80, puis les années 90, le début 90 avec justement le Black Album, puis la scène alternative de Seattle était très drivée sur les guitares, les guitares distorsionnées, donc heavy metal ou hard rock. Fait qu'ils ont essayé de faire ça avec le death metal, mais malheureusement, le death metal ne se market pas comme les scènes plus mainstream, comme justement le hard rock ou même des fois le thrash metal. Alors bref, Blessed Are the Sick est un album fantastique qui était sur E-Rake, bien sûr, et versus avec Combat aux États-Unis. Et puis, moi, c'est mon préféré de Morbid. Alors, c'est mon préféré, le B. Alors, c'est là qu'il y a une ouverture fantastique musicale avec des pièces classiques, musique classique, des intros, outros, et puis, c'est ça, musicalement. C'est lui qui est le plus clean. J'aime beaucoup Covenant aussi, mais il y a plus dirt. Moi, j'aime plus le clean, en tout cas, pour Morbid. Alors, Altars, puis Blessed Are the Sick. Et puis, au spectacle, ils ont joué une tune de Terrorizer, parce que, bien sûr, on sait que dans Morbid Angel, il y a 50% de Terrorizer. Alors, David Vincent, vocal bass, et Pete Sandoval de Commando on the drums. Fait qu'ils ont joué Dead Shall Rise, et puis, c'était assez grind. Ce qui nous amène à toujours la Floride, avec de quoi, qui n'est pas vraiment grind, qui serait plutôt jazz. Il s'appelait Ravage, jadis, puis là, ils ont changé le nom pour Atheist. Et puis, ils ont sorti un album fantastique qui s'appelle Piece of Time. Et ensuite, le deuxième, l'ultime, le 2112 du death metal, Unquestionable Presence. Alors, ça aussi, c'est un spectacle que j'ai vu en 92, parce qu'ils ont tourné avec je me souviens pas qui, là, il faudrait que je check dans mes affaires. Ben oui, ils ont joué au Fouf. Puis Atheist, la tournée Unquestionable Presence. Et puis ça, c'est ultra progressif. Non, c'est très progressif. Pas ultra progressif, mais très progressif. Puis un edge, bien sûr, un vibe metal ou aussi death metal avec le vocal. Et il y a quelques tunes qui roulent. Mais bref, c'est quelque chose qui ne fit pas dans ce qu'on vient de voir, dans la brutalité, et ni dans la scène floridienne. Alors, c'est un peu comme le Faith No More de Tampa. Et puis, il en faut des comme ça, parce que justement, ça vient briser des fois la redondance des extrêmes. Il faut toujours prendre un break une fois de temps en temps. Fait que ATS était ce break-là. Malheureusement, ATS ont toujours resté underground. Ils n'ont jamais été mainstream, ça c'est sûr, mais ils ont toujours été à côté de la track à cause que justement,
Les fans de death metal, ah, non, c'est correct. C'est correct, bro, peace. Mais pour les fans de musique qui veulent chercher un peu plus, ben là, ils vont trouver de quoi parce que le drum est écœurant, les guitares sont écœurantes, le vocal est correct, puis la basse est écœurante. R.I.P. Roger Patterson. Sur cet album-là, on a Tony Choi qui a aussi partagé la scène, oui, mais partagé aussi plusieurs autres enregistrements de death metal, dont celui-là qui est là qu'on va voir. Alors, deuxième album d'ETS, Unquestionable Presence, incontournable. Bon 30e anniversaire. Bon 30e anniversaire. Tellement bon. Et on parle de progression. Et la progression, ben, ça vient de quelque chose. Donc, on part de la rue, de l'underground, du sang, du démembrement et de la violence pour aller vers de quoi de plus progressif, de plus travaillé, de plus peaufiné. Death ont parti de la game. En 84, Chuck, avec Cam Lee et Rick Ross, ont parti de la game. Ça a créé Massacre d'un bord. Et de l'autre bord, ça a créé Death. Puis en 87, le premier album officiel de Death Metal, Scream Bloody Gore. Woo! Ensuite, Leprosy. Ensuite, Spiritual Healing. Ensuite, en 91, Human. Et c'est là que Death devient, ben, avec Spiritual Healing, il était déjà progressif et beaucoup plus clean que Leprosy. Puis Leprosy était un peu plus progressif que Scream Bloody Gore. C'est une évolution constante. Et Chuck, le cerveau de Death, lui qui crée toute la musique, les paroles, qui joue les guitares, les leads, et puis bref, c'est le leader de Death, tout comme Dave Mustaine est le leader de Megadeth. Alors Chuck, rest in peace, Chuck et son summum musical, selon moi, Human, parce que anyway, dans la discographie de Death, il y a aucun album faible. Et puis, je trouve que j'étais juste dans le bon temps. On a à la basse Steve DiGiorgio, encore. On a Paul Masvidal et Sean Winnett du groupe Cynic, qui est ultra space progressif, un peu comme ATS l'était. Et puis, on a Chuck qui est le mastermind de toute la patente. Puis en tournée, il y avait d'autres gars, puis après, ils ont continué. Bref, c'est le début d'une nouvelle aventure pour Human. Il se sépare du death metal tellement que le logo a changé ici. Comme ça. Fait qu'on avait le vieux logo, puis là, ils ont mis Chuck a mis le nouveau logo qui est plus propre. Tranquillement, il a enlevé d'autres patentes aussi pour ça. Puis dans ce temps-là, en 93, quand il était à Montréal, dans la tournée Symbolic, en 95, excusez-moi, la tournée Symbolic, il avait fait une interview à un moment donné ici, à Musique Plus. Il avait dit, moi, si je pouvais, je changerais le nom Death, là, ça ne fit plus de pantoute. Puis c'est vrai que musicalement, il est rendu à ce point-là, puis déjà même avec lui puis Individual, il était tellement différent qu'il aurait pu changer de nom, faire un nouveau band parce que c'était plus du brutal death metal saignant, sanglant comme Screaming puis Leprosy. C'était du métal progressif plus assez progressif et plus clean et plus musicalement recherché. Alors là, le tour commence avec Human, un album parfait, un 10 sur 10. Cosmic Sea, Vacuum Planet, Suicide Machine, ça roule. Flattening of Emotion, en tout cas, bref, vous les connaissez. Quand ça embarque fort. Alors, bon 30e anniversaire humain. Alors voilà, le death metal de la Floride. Il se passe des belles affaires là-bas. Sun, Fun and Gun, ça c'est Secret Rock. Moi, mon préféré, vous le savez déjà, mais je vais vous le mentionner. Dans le death metal américain, c'est Massacre from Beyond. Oui, il est tellement beau, puis je l'aime beaucoup. Alors, c'est mon préféré dans les albums death metal de 1991 américain. Parce qu'on sait qu'il y a toujours une guerre entre, pas une guerre, une compétition un peu entre les deux clans, tout comme le métal américain, métal européen, le thrash américain, thrash européen. Puis là, le death metal américain puis européen, c'est... Excusez-moi. Toujours en plein milieu de choses. Allô? Oui. Je suis en onde, là. Vous savez que c'est mon heure. Ouais, là, on vient de faire le death metal floridien. J'y arrive à Stockholm. Je vous l'ai dit, j'ai tout préparé. On a l'Angleterre, on a l'Allemagne, on a la Hollande, les Pays-Bas. Appelez ça comme... Oui, je sais. Oui, on va parler de Van Drunen. On va parler de Mameli aussi. OK. All right. Je peux-tu y aller? J'ai du monde, là. OK.
D'accord, merci. Au revoir. OK, bye. Tiens, je sais pas qui leur a donné ce numéro-là. Death metal américain, européen. Alors, comme on me le faisait rappeler, on va traverser l'Atlantique et se rendre en Europe. Alors, on va tasser ça ici comme ça. Vous voyez pas, mais j'ai comme des caisses ici, des caisses de lait, puis c'est comme des tours, puis je mets mes disques dessus. Parce que oui, j'ai une grande table, mais j'ai aussi plein de patentes. En tout cas, viens-t'en ici d'être métal européen. Et on va faire un premier arrêt sur l'île ultime. Où est-elle? Ah, la voici. Le pays qui a créé le heavy metal, l'Angleterre, là où viennent les Beatles, les Stones, Cream, puis ensuite Black Sabbath, Judas Priest, Venom, Motorhead. Bref, vous savez déjà. Et bien sûr, éventuellement, le groupe de Halifax, Paradise Lost, avec l'album Lost Paradise, qui est du death metal doom. Un peu, je dirais pas jusqu'à dire un peu comme tout à l'heure, Autopsy était du doom death ou slow death. Mais Paradise Lost, oui, très dark et très mélancolique. Le premier album, Lost Paradise, extrêmement underground. Et ben, c'est ça, signé sur un petit label Peaceville Records. Et puis, ben, le deuxième, l'incontournable et l'indétrônable qui va fêter son 30e anniversaire, Gothic. 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 Gothic, en premier, au début, là, je vous dis, la pochette est absolument ridicule. Ça, c'est quoi? Ça a l'air de rien. Hein? Mais ça, c'est eux. C'est une photo de E7. C'est comme, ils sont toutes photos de Ben, puis tu vois juste leur jacket, leur t-shirt en bas du cou, puis en haut du nombril. Ça veut absolument rien dire. Il aurait dû prendre Jésus en arrière comme pochette, là. Mais bon, fait que, le son est dark et mélancolique et morbide, mais ce qui est Paradise Lost finalement. Et puis, c'est là que ça inclut les voix féminines. Et avec, bien sûr, le son down-tune. On le voit-tu comme ça? Il est pas pire? Ouais, il est pas pire, OK. Le son down-tune et puis, bien sûr, ben, le génie musical qui est Gregor McIntosh. D'ailleurs, aujourd'hui, on célèbre le 20e anniversaire de leur album très, très pop, leur album Believe in Nothing, qui est sorti en 2001. Mais en 91, on était avec, c'est ça, Gothic. Moi, je les ai connus avec Gothic, puis ensuite Shades of God. J'ai vu la tournée Shades of God quand ils ont joué avec Morbid Angel en 93, ici avec Creator au Spectrum. Et puis, ben, ensuite, j'ai creusé pour découvrir les autres albums d'avant et les autres albums d'après, dont l'excellent Icon. Mais bref, Paradise Lost, le vieux Paradise Lost, c'est Gothic, avec ben, ça, qui a inventé le Gothic Metal. Il est écrit ici. Alors voilà. Un son qui allait se développer en de quoi le plus metal rock généraliste, mais avec une touche de darkness. Alors, ça a commencé ici. Et bien sûr, Hell to England. Après être guitariste dans Carcass, Bill Steer est allé pourrir. Après être guitariste dans Napalm Death, Bill Steer est allé dans Carcass, a créé Carcass avec son chummy Jeff Walker et ben, son autre chummy Ken Owen au drum. Et ben, on crée du gore grind. Alors, on avait Rico Putrefaction, Symphony of Sickness. Et puis là, l'ultime album, sold out quasiment, parce que c'est tellement différent, c'est tellement clean, c'est tellement propre et progressif, avec Necrotism Discounting the Insolubrious, qui célèbre son 30e anniversaire aussi. On passe de tunes grind de 2-3 minutes à des tunes plus trash, death, 6 minutes 19, 6 minutes 30, 7 minutes 9, Forensic Clinicism de Sanguine Article et autres titres, bref. Carcass, vous savez déjà, sont très axés sur les paroles médicinales. Ça se dit-tu, ça? En tout cas, je le dis pareil. Puis là, avec cet album-là, il est beaucoup plus propre, très propre. Il n'y a même pas de logo sur la pochette. Il est marqué en lettres carrées puis tout. Fait qu'ils ont voulu se séparer de leur Carcass Underground au Carcass qui allait aller vers le mainstream metal. Parce qu'on sait qu'après, il y a l'album Heartwork qui va sortir en 93, qui est encore plus propre et plus mélodique, mais aussi brutal. Donc, c'est ça, il arrivait quand même à mélanger les deux extrêmes. Tout ça, en plus,
avec Artwork signé directement sur un major label, puis ensuite l'album Swan Song. Mais bref, ça a commencé avec Nepotism Discounting the Insalubrious. Et j'ai encore été très chanceux. J'ai vu ce spectacle-là en 92, cette fois-ci. La tournée Campaign for Musical Destruction, où est-ce qu'il y avait Brutal Truth, la tournée Extreme Condition Demand Extreme Responses, Cathedral, deuxième partie, avec la tournée Forest of Equilibrium. Cathédrale, chanteur d'Indépendette, qui a déjà avec le. Puis là, l'autre, l'ancien guitariste d'Indépendette vient avec Carcass. La tournée Nepotism Discounting Insalubrious. Et le quatrième band, le main band, Les Pommes d'Être. Avec la tournée Utopia Banish. Avec Utopia Banish, qui était un retour après Harmony Corruption, bien sûr. Alors, show grind incroyable. Qu'est-ce que Cathedral fait là? Je sais pas, mais c'était le clou de la soirée. Alors, ça fait que show fantastique. Et puis, on célèbre la bienvenue de Michael Amott, OK? Michael, ensuite, c'est une carrière avec Arch Enemy, encore aujourd'hui, bien sûr, et aussi avec son groupe Heavy Rock Spiritual Beggars. Mais le tout a commencé avec Carcass. Et puis, Carcass sont encore dans le ring, et puis ils vont bientôt sortir un album que j'attends avec impatience parce que tout ce qui est Carcass est fantastique. Tout! Ouais. Même Swan Song a un vibe. Fait que, en tout cas. Brice. Hell to England. On va remettre ça ici, dans mon petit background. Attention, comme ça. Oui, c'est beau, ça. Oui. Et on va faire un peu de kilométrage. On va aller en Allemagne. Puis en Allemagne, on a un groupe death metal qui, malheureusement, passe en dessous du radar. Peut-être parce qu'ils sont allemands ou peut-être à cause qu'ils sont signés sur Century Media. Mais bref, ils ont sorti un EP, deux EP. Resurrection Absurd puis The Eternal Fall en 88 puis 89. Puis en 91, album complet, le groupe Morgoth, plus de gothique, Cursed. Alors avec Cursed, on a du death metal un peu à la Death, un vocal qui nous rappelle Chuck Schuldiner. Allô, chaton. Et puis c'est brutal, mais c'est dark. Mais c'est brutal, mais c'est dark, brutal. Alors Cursed est un album fantastique et c'est leur seul album parce qu'après ça, l'autre, après, Odium, c'est un petit peu industrialisé. Puis Feel Sorry for the Fanatic est très industrialisé. Mais, bref, Morgoth sont reconnus pour cet album-là. Et puis les deux EP d'avant. Un gros vocal, comme j'ai mentionné. Et puis, musicalement, ils se débrouillent très bien, les Allemands. Quand on regarde l'histoire du death metal, l'Allemagne n'est jamais mentionnée, quasiment jamais mentionnée, mis à part pour Morgoth puis Atrocity. Mais le tout a commencé avec ça, et puis malheureusement, ça a aussi fini avec ça, parce que c'est le seul qui rentre dans la famille death metal. Mais un album que, encore aujourd'hui, on peut enjoy, on peut jouir de. Oh! Cursed! J'aime beaucoup, lui. J'avais eu ça en cassette CD, puis là, en long jeu. Ça, c'est la pochette rééditionnée. Puis ils l'ont fait en CD reissue aussi. Et voilà. Alors, Cursed. Et ça, vas-y, sauter. Et là, j'attends. Bon, il veut sauter, puis il ne saute pas. Mais il ne saute pas. Là, on va aller, comme le call que j'ai tout à l'heure, on va aller en Hollande, aux Pays-Bas, ou en tout cas, ce nom-là. Et on va aller voir. Ah, ben, là, tu es là. Mesdames et messieurs, Igloo le chat, dis bonjour. Dis bonjour. Mais oui, on parle de death metal européen. Alors, il était dans Pestilence, il est rendu dans Asphyx. Asphyx, c'est un groupe qui existe depuis 86, qui ont fait des démos, puis là, ils ont sorti un premier album avec l'ancien chanteur de Pestilence, Martin Van Drunen, Asphyx, l'album The Rack. Artwork assez laid, merci. Ça fait un peu Geiger, mais bon, on ne sait pas vraiment c'est quoi. C'est un rack, en tout cas. La musique est importante. Alors, là, on a du death metal doomy, très mélancolique encore. Un peu comme tout à l'heure avec Autopsy, mais sans la brutalité à l'américaine. Ou un peu aussi un peu, je dirais pas la Paradise Lost, là, mais bref, c'est du doom, c'est du death metal non rapide. Des fois, ils ont des tunes rapides, puis quand ça lève, mais ça n'a jamais été grindcore comme justement les bands américains
ou genre un band britannique comme Bolt Thrower, par exemple. Donc, avec Asphyx, ça, c'est le premier, The Rack, en 91, bien sûr, 30 ans, bravo. Et puis, c'est là qu'ils ont fait leur signature, parce que vu qu'il y avait tellement de démos de vendus qui étaient déjà connus dans la scène sans avoir un album complet, tout comme Morbid Angel avec Altos of Madness puis Massacre from Beyond, tout le monde connaissait les démo tapes, mais ils n'avaient jamais d'album complet de sortie. Alors là, c'est le premier album, une bonne production, un bon son, une pochette horrible, mais un vibe incontournable au niveau de la musique. Et puis, le vocal de Martin Benjamin est à son meilleur. Il était aussi à son meilleur sur l'album de Pestilence, Consuming Impulse, un des affaires les plus brutales sur la planète. Mais là, il y a une chicane, et puis bon, Martin est dans Asphyx depuis. Des fois, il était in and out une couple de fois. Mais c'est le leader de Asphyx, et puis c'est un des meilleurs frontmen dans le death metal. Et son vocal est encore inégalable et inégalé. The Rack. The Rack. T'aimes-tu The Rack? Et pendant ce temps-là, ses ex-compatriotes de Pestilence continuent, oui. Moi, je vais continuer, puis je vais prendre une petite gorgée. Vas-y, prends-en. Ah. Donc, Pestilence continue sans Martin Van Drunen. Qui va chanter? Patrick Mameli, l'autre guitariste. L'excellent et incontournable Testimony of the Ancients, qui fête 30 ans aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais cette année. Tout comme Death a une progression, Pestilence ont aussi une progression. Alors, ils sont partis du death metal brutal et garage pour se rendre à ceci, qui est une nouvelle dans les extrêmes. Donc, le progressif existe maintenant dans le death metal. Death en est un exemple et Pestilence est le deuxième exemple, ou la version européenne. Et bien sûr, tout à l'heure, on parlait de guest musiciens. Ceux qui n'ont pas trouvé. Mon micro a désnappé. Bougez pas. Ça, là, c'est ça. Ah ouais, accroche-toi. Pas pire, c'est bon? We're back. Nous sommes de retour. We're back. J'étais où? Pestilence, Testimony of the Ancients. Oui, on parlait de progression et de musiciens. Alors, ils n'ont pas trouvé de bassiste. Alors, qui engage? Monsieur Tony Choi, qui avait joué sur Unquestionable Presence de ATS tout à l'heure, et qui va jouer aussi dans plusieurs autres groupes. Death Metal, bien sûr. Death Metal aussi très, très, très progressif. Bref, avec Testimony, c'est là qu'il a fait ses débuts, puis s'est fait connaître. Puis là, quand tu regardes la pochette, tu dis, c'est qui lui? Tony Choi. C'est Nick. Mais pas lui, là. Fait que Cynic, c'est la progression, c'est le band ultime floridien de progression. Puis les gars participent. Les deux, Sean Renette et Paul Masvidal ont fait Death Human. Tony Choi a fait Testimony avec Pestilence. Bref, ça se promène un peu partout. Puis éventuellement, on sortira l'album Focus en 93. Ça, on va en parler plus tard. Pestilence, Testimony, leur top musicalement parlant, bien sûr. Donc, une progression qui allait aller dans des aventures fantastiques auditives. Et puis ensuite, la suite, plus tard, ça va être avec l'album Spheres, qui est peut-être un peu trop loin, mais Testimony est juste dans la bonne zone. C'est death metal, brutal, progressif, clean, aventureux, éthériel. Mon choix de 91, si j'en ai un à choisir, ce serait lui. Lui, From Beyond pour l'Amérique et Testimony of the Ancients pour l'Europe, des Pays-Bas. C'est ça. Bon 30e, je t'aime beaucoup, Pestilence. On va aller un peu plus dans le nord, en Suède. Puis qu'est-ce qu'il y a en Suède? Il y a des Suédois, puis il y a des Ikea, puis il y a du ABBA. Mais il y a aussi du death metal. Dans la ville de Stockholm, il y a deux groupes. Il y a le groupe Carnage, puis il y a le groupe Nihilist. Donc, de ces deux groupes-là va naître Entomb, Dismember, et puis Unleashed. Alors, en parlant d'Entomb, Entomb, c'est comme c'est les Metallica de la Suède. Leur premier album, Left Hand Path, a changé la game, pas seulement pour la musique, mais surtout pour le son, le ton des guitares. Et Prise 2, deuxième album, Clandestine, 1991, bien sûr, où est-ce que le ton de guitare continue à évoluer avec un son garage, Dirt.
très, très, très mid, créé par justement les pédales basses, heavy metal et distorsion, tout à 11, bien sûr. Alors là, ça nous donne un son différent qui, justement, ouvre de quoi qui est très loin de la musique plus stérile, du death metal floridien qu'on a vu tout à l'heure, qui était parfait, click track, bass drum comme ça, guitare gauche, guitare droite, la bass, vocale. Fait que là, dans le death metal suédois, c'est l'inverse. C'est très DIY, c'est très punk. Entomb est un exemple parfait, puis l'autre exemple, il est ici. Donc, les Suédois font ça très différent, puis on voit que les Suédois sont très avancés musicalement parlant, parce que dans les années à venir, il va y avoir d'autres bands death metal et la guerre death metal mélodique de Gothenburg, puis death metal street de Stockholm, comme eux autres. Puis ensuite, éventuellement, ben, il va y avoir Ghost, puis tout ça. Bref. En 91, il y avait un tour avec Clandestine, et puis ben, j'ai manqué ce show-là. Mais j'ai vu la tournée de la Steel Path, parce qu'ils ont fait pour Mobile Angel en 91, et puis le son, il existe. Quand ils sont sur scène en 91, puis que Truth Beyond embarque, j'étais là. Ça sonne pareil que sur l'album. Puis ensuite, ben, ils ont fait Wolverine Blues sur Sony Music, qui était plus rock encore. Puis ben ça, fait que, ils ont commencé avec ça, puis ils ont évolué. Moi, mon préféré, c'est lui. C'est Clandestine. J'aime beaucoup la pochette. Pochette incroyable. Ah! C'est par Dancy Grave, qui a fait 3/4 des pochettes qu'on a vues ici. Et c'est ma préférée. On voit pas le logo d'Entomb parce qu'il est gaufré, embossed, mais il est là. Oh, Left Hand Path, Severe Burns, Evelyn, Sinner's Bleed. Fantastique. Bon 30 ans. Un autre. Alors, après Entomb, les rejetons plus hardcore, plus extrême, plus street, plus sale. Qui pourrais-je? Ah! Ça coule comme un ever-flowing stream. Premier album de Dismember. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, Nihilist, Carnage a implosé et Mike Hammett était dans Carcass et les autres, trois autres gars, dont le drummer Fred Itzby, le chanteur Matty Carkey et Richard Blomquist, ont créé Dismember avec le premier album, Like an Ever-Flowing Stream. Ça, c'est des enfants de Jésus. Ouais, c'est du rock chrétien. Bref, Ever-Flowing Stream est un peu la suite de Entomb Left Hand Path, mais en plus hardcore, avec plus de méchanceté. On les compare. Dans les médias, ils se faisaient appeler Baby Entomb parce qu'ils viennent de la même ville et sont ultra chum. Entomb sont devenus plus rock tranquillement. On l'a vu, puis avec Wolverine, c'est encore plus évident. Mais Dismember, c'est l'inverse. On restait plus hardcore, plus street, puis plus méchant. L'autre d'après, Indecent and Obscene, incroyable en 93, 92, 93. Je ne me souviens pas de la date, mais en tout cas, c'est sur Internet. J'ai vu ce show-là, puis ça sonnait pareil. Beaucoup de gains. Mais ça a commencé ici avec Like an Ever-Flowing Stream, qui est du death metal. Des tunes courtes, comme on dit en anglais, straight to the point, extrêmement agressive. Et puis, ça vient faire un changement avec... on s'entend que ça puis ça se ressemble, la scène suédoise, OK? Versus le death plus propre de la Hollande et aussi très propre de l'Angleterre. Alors, on a des pays différents qui font tout du death metal, mais qui sont quand même, qui ont des signatures très, très différentes. Alors, un bon 30e anniversaire pour Dismember, le premier album, Like an Ever-Flowing Stream, avec le hit romantique Skin Her Alive. Et finalement, à Stockholm, on avait un trio. Alors, au début, Carnage a créé Dismember. Mike Hammett est allé dans Carcass. Ensuite, Nihilist a créé Entomb. Et puis, dans Carnage, c'est vrai, l'autre que j'ai oublié, c'est à la base. Non, excusez-moi, dans Nihilist, à la base, Johnny Hedlund. Puis Johnny Hedlund, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Vu que tout le monde avait un band, il a fait son propre band, un peu plus evil. Unleashed, avec leur premier album, leur début, Where No Life Dwells. L'incroyable début de Unleashed. Une des plus belles pochettes aussi. Ça, c'est fantastique. Alors, une super pochette avec un dessin incroyable qui démontre comme un monde futuriste ou un monde était réel
Ça me fait penser un peu à la pochette, à la testimony, avec un land of war, un land of tears, justement. Fait que les pochettes death metal européennes étaient très différentes des pochettes death metal américaines. Parlant justement de paysages, ben, Dismember, c'en est un. Et puis aussi, Clandestine d'Entomb, c'en est un. Alors, ben, Unleashed arrive avec le premier album, Where No Life Dwells, qui est le début justement, du dark, comme ça, oui, du dark death metal, donc du death metal avec une touche evil. On voit qu'ils ont mis la croix à l'envers dans leur logo, tellement qu'ils sont justement rock chrétien. Et puis, ben, c'est ça, guitare downtunée en B, donc ben, c'est comme 2.5 steps below, alors ça rajoute un gras dans le son. Et puis, ben, c'est ça. Fait que ça, c'est le début. Moi, j'adore cet album-là. Mais je préfère aussi beaucoup le deuxième qui s'appelle Shadows in the Deep. J'ai vu cette tournée-là ici à Montréal. Ils ont joué. Non, excusez-moi, c'est Across the Open Sea que j'ai vu, c'est l'autre d'après. Qui est plus rock, mais le tout a commencé avec ça. Donc, les deux premiers sont assez similaires, très dark, puis avec Across the Open Sea, sont allés un peu comme ben, justement, où est-ce que Entomb était aussi en 94, avec Wolverine, donc une touche rock dans le death metal. Mais c'est correct, parce que, tu sais, on se rappelle que justement, Carcass avait mis aussi du rock dans leur death metal, et il allait le faire avec Hardware, et encore plus avec Swan Song, leur dernier album. Mais le premier Unleashed, Where No Life Dwells, un autre intouchable de la scène death metal en général et aussi européenne et bien sûr direct de Stockholm, là où est-ce que tout provient de. Alors voilà, alors death metal européen, alors des gros calibres, on a parlé de l'Angleterre, on a parlé de Morgoth en Allemagne, deux bands du Pays-Bas légendaires. Et bien sûr, la Suède qui produit encore et qui a produit surtout dans les années 90, mi et fin 90, une pléiade de bands de death metal. Mais le tout a commencé justement côté Swedish avec ces trois machines-là. Ouais. Entomb, Dismember, Unleashed. Alors, bon, 30 ans, tous des classiques. Ouais, j'aurais peut-être dû enlever les pochettes avant. Pas les pochettes, mais les protecteurs parce que ça glisse. Alors, bon 30 ans à tout le monde. Je vous aime, vous sonnez bien, je vous vénère encore. Et puis, c'est des années et des années de plaisir. On va prendre une petite gorgée. Ouais, comme ça. Ah! Alors, ben, c'est ça. Alors, ben, bon 30e anniversaire. Et aussi, je voulais conclure le tout avec une petite touche finale. J'ai-tu. Ouais, ça, c'est bon. Alors, ben, on parlait de 30 ans de death metal et d'alternatif. Aussi, je vais faire un petit spécial Québec, bien sûr. Alors, en 1990, la nouvelle coqueluche du Québec, Mitsu, sortait son deuxième album Terre des Hommes, que voici comme ça. Oui, bien sûr. Et pourquoi je le sors en 90, c'est pas la bonne date? Non, parce qu'en 91, le vidéo et le single Dis-moi, avec la cassette ici, officielle, avec le vidéoclip fantastique côté artistique, est sorti et a brassé la cage comme bien les affaires qui étaient faites, qui étaient jadis. Donc, ça vient brasser le establishment du temps. Au niveau justement de est-ce que ça devrait être censuré? C'est-tu trop sexy ou pas assez sexy? Bref, un bon 30e anniversaire pour le single Dis-moi et le super vidéo. Vous irez sur le dessus pour voir. Et puis vous allez pouvoir voir que c'est un clip extrêmement artistique. Et c'est ça. Excusez-moi. Comme ça, oui. Ça. Alors voilà, ce qui confirme, excusez, la bière, pas évident, ce qui complète mon tour de piste 30e anniversaire de 1991, donc la scène hip-hop, la scène alternative et la scène death metal. Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, je désire vous remercier chaleureusement de m'avoir syntonisé ici même. Je vous invite à faire votre pèlerinage dans les archives du canal de YouTube. Les liens seront dans la barre d'infos, bien sûr. Je vous rappelle que Webinaire Metal avec moi-même, Mike TMG, sera de retour la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et le sujet de la semaine prochaine, à vos papiers et crayons, épisode 21, Black Metal.
le mouton noir du heavy metal, l'époque 1990-96. Make heavy metal great again. Ça, c'est pour mon outro. Alors, ça m'a donné, en tout cas, un gros arrangement. Hein, comme ça. J'ai enregistré ça. Fait que je vais vous faire jouer mon outro, mais en cassette. Là, j'espère que ça va marcher. J'ai fait plein de tests. Quand je fais des tests, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. OK, go. You stay classy, Internet. Au revoir.